Donc, je vais commencer par vous parler des vecteurs en terminant le TD2. Donc, les vecteurs sont des objets. C'est un nouveau type défini pour lequel on va devoir déclarer ou le trouver à l'aide d'un fichier d'entête. Alors, je vais ouvrir CodeBlocks. On a un nouveau projet. On va devoir écrire un vecteur qui remplit un vecteur de 10 entiers avec des entiers aléatoires entre 100 et 200. Le vecteur, c'est pas un type qui est connu par défaut dans le C++. Donc, je vais devoir déclarer ce type à l'aide de l'entête vecteur. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc, il me faut un vecteur de 10 entiers. Alors, comment je déclare un vecteur de 10 entiers? Je dis que j'ai un vecteur d'entier, V. Voilà, V pour vecteur. Et entre parenthèses, je dis qu'il y a 10 places à réserver d'entiers. Comme ça, il va réserver en mémoire la place pour 10 entiers. Et je termine mon instruction toujours par le petit point virgule. On va le remplir avec des nombres aléatoires entre 100 et 200. Alors, on avait mis un nombre minimum. On avait pris moins 50. Donc là, on demande entre 100 et 200. Donc voilà. J'initialise mes nombres aléatoires comme on l'a fait la dernière fois. Je vais avoir besoin, pour avoir rand, d'inclure cstdlib. Voilà. Et ici, donc, si je prends A comme étant le nombre aléatoire récupéré par rand modulo, donc c'est-à-dire le reste de la division par la longueur de l'intervalle, nmax moins nmin, donc je divise par 100, du coup ici, la longueur de l'intervalle c'est 100. Donc si je prends le reste de la division par 100, je vais d'office avoir un entier entre 0 et 99. Alors, si je veux entre 0 et 100 exactement, je peux dire plus 1. Donc, comme ça, je divise par 101. J'ai le reste de la division par 101. C'est d'office un nombre entre 0 et 100. OK? Ça donne un nombre entier entre 1. C'est nombre entier entre 0 et 100. Et si je veux qu'il soit entre 100 et 200, je dois lui rajouter 100. OK? Donc ici, c'est pour en avoir un. Maintenant, ce qu'il me faut, ce qu'on me demande, c'est de remplir ce vecteur avec des nombres entre 100 et 200 aléatoires. Du coup, comment est-ce que je peux faire ça? Une boucle, et une boucle for dans ce cas-là, puisqu'on connaît le début, on connaît la fin. Donc, ça veut dire que ça, je vais le mettre dans une boucle for. Et la boucle for, elle va de 0. En C++, on numérote à partir de 0. Donc, ça veut dire que les 10 cases de mon vecteur, elles sont numérotées entre 0 et 9. Donc, je vais aller d'un entier que je vais appeler i, et je vais faire ça tant que i est plus petit que 10 puisque j'ai 10 cases, et à chaque fois que je termine ma boucle, je veux que i augmente de 1. Et là, je vais enlever ma parenthèse, et ce que je peux faire, au lieu de redéclarer, je vais simplement dire, voilà, petit v crochet petit i, c'est la ième case, et là je vais simplement rajouter le n ici, ça revient au même, parce que je tape, voilà. Donc ici, et donc là directement, il est entre 100 et 200 puisque j'ai rajouté n. Donc ici, ça calcule un nombre aléatoire, ça le divise par 101 et ça en prend le reste, donc ça prend le reste de la division par 101, ça nous donne un nombre entre 0 et 100. Je rajoute 100, donc ça me donne un nombre entre 100 et 200. Le égal est l'opérateur qui recopie le résultat de ce calcul dans ce qui est à gauche. Le égal recopie ce qui a été calculé à droite dans ce qui est à gauche, et le crochet ici, ça veut dire qu'on prend la case numéro i. Donc c'est bien des crochets, c'est pas des parenthèses, c'est pas des accolades, c'est des crochets. Donc v crochet i, c'est la case numéro i du vecteur. Cette case va entre 0 et 9. Si vous mettez v crochet 10, vous êtes derrière la fin de l'espace mémoire réservé pour votre vecteur. Vous pouvez surécrire sur des trucs qui font, vous allez planter votre programme. Il va pas faire d'erreur quand vous compilez, quand vous tapez sur la petite roue de CodeBlocks, mais vous allez planter votre programme à un endroit n'importe où. Okay, donc là, on a rempli 10 nombres aléatoires dans notre vecteur V. Et donc, on doit calculer et afficher la somme des éléments. Alors, on a déjà fait des sommes dans les TD précédents. Comment est-ce qu'on fait une somme? On déclare une somme.
somme. Ok, on va déclarer une somme. Oui, c'est vrai, j'ai oublié la bibliothèque CTime. Il sait que Claude Blocks me permet d'être paresseuse et l'inclut par défaut. Donc c'est pour ça, mais tu as raison, on va inclure la bibliothèque CTime. Donc on avait dit qu'on déclarait une somme. Ben, comme c'est une somme d'entier, je peux déclarer une somme. Ça va aller comme ça? On peut l'initialiser. Hein, et il faut l'initialiser à 0. On va commencer à sommer à partir de 0, sinon j'ai n'importe quoi dans cette case. Si on veut faire la somme, de toutes les cases, à chaque fois on va rajouter la case. Hein, très. Hein. Somme plus égale V crochet I. Ok. Donc je rajoute ce qu'il y a dans la case V de I, hein, donc quand je dis V crochet I, ça va aussi chercher la valeur dans la case. Donc je rajoute V de I à la case. Autre chose qu'on doit faire, c'est afficher la moyenne des éléments. Alors c'est quoi la moyenne mathématiquement? C'est la somme du nombre d'éléments divisé par le nombre d'éléments. Bon, ben, ça veut dire qu'on n'aura plus qu'à diviser la somme par le nombre d'éléments à la fin. Donc il faut l'afficher. Bon, on va afficher ça. Donc je vais afficher la somme, je vais afficher la moyenne. Hein, alors c'est un entier divisé par un entier. Il est ça va nous faire un entier. Hein, ça va être tronqué. Si je mets un double, peu importe. Ici on ne dit pas ce qu'il faut faire, donc on peut le laisser comme ça. Afficher la valeur du plus grand élément. Hein, bon, pour ça, en fait, je vais initialiser la valeur En fait, ce que je vais faire, c'est trouver l'indice, la case dans laquelle il est. Hein, je vais dire que son indice, je vais déclarer un indice que je vais mettre à 0. C'est la case numéro 0 hein, du vecteur. Et je vais simplement dire que si V de I, donc la valeur que j'ai dans la case I, est plus grande que la valeur qui est dans l'indice, je vais dire que l'indice qui m'intéresse, donc l'indice est égal à I. Donc maintenant, à la boucle suivante, je vais comparer avec la nouvelle case. Si la valeur dans la case I est plus grande que la valeur dans la case indice, à ce moment-là, je garde la valeur de I dans indice. Donc la prochaine fois, je vais comparer avec cette nouvelle valeur. À la fin, j'aurai la valeur la plus grande, ce sera le plus grand est, avec un petit espace, V crochet indice. Qu'est-ce qu'on vous demande de plus? Comptez le nombre d'éléments positifs et négatifs. Alors, comme on a mis des nombres positifs, c'est un peu trop facile. Donc, je vais faire de moins 100 à 200, hein, sinon ça n'a pas de sens. Et je vais du coup devoir aussi de nouveau initialiser un int négatif, par exemple, égale 0. Bon, je sais que le nombre de positifs, c'est le nombre de négatifs, le nombre total moins le nombre de négatifs. Hein, donc, if v crochet i plus petit que 0, neg plus plus. Voilà. Hein, je peux même compter ceux qui sont égaux à 0. Donc ça, hein, et else if, on aura ceux qui sont strictement positifs et négatifs. Voilà. Et on fait cout linia pose élément positif. Et donc je peux mettre autant de choses que je veux sur une ligne. Il suffit de les séparer par plus petit chaque fois. Et négatif. OK. Autre chose qu'on vous demande, afficher toutes les valeurs du vecteur. Donc, c'est-à-dire tout le tableau. Ah. OK, donc on va faire ça. Pour afficher, on va employer cout. Il n'est pas possible, en fait, cout ne sait pas comment afficher un vecteur. Donc, je ne peux pas lui dire cout v. Ça va pas marcher. Hein. Donc, si je fais cout v et que j'essaie de compiler, il me fait une erreur. En rouge, on voit... Alors, j'ai peut-être oublié un point virgule. Oui, j'ai oublié un point virgule. Ça, c'est autre chose. Voilà, il te dit invalid operand to binary express. Il ne sait pas comment faire. Hein. Donc, ça, c'est pas possible. Donc, il nous faut... Par contre, cout sait écrire les entiers. On a la preuve, ça pose pas de problème. Donc, si je vais chercher dans chaque case tous les entiers, il n'y a pas de souci. Mais un vecteur, il sait pas quoi faire. Hein. Donc, ici, je vais de nouveau prendre une boucle for, comme je l'ai là. On fait mettre une chose, V de I, voilà, mettre un espace, voilà, et à la fin, mettre un retour à la ligne. Et donc maintenant, si je compile et que j'essaye de faire fonctionner tout ça, est-ce que, voilà, il me fait l'erreur habituelle, mais c'est pas grave. Là, donc ça a compilé, il a essayé. Je vais le faire. Voilà. Donc, il m'écrit la somme, la moyenne, le plus grand. Il m'a compté les éléments positifs et négatifs. Et si on regarde là, j'ai l'affichage de toutes les cases qu'il m'a générées aléatoirement. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 éléments négatifs et du coup 5 positifs. Le plus grand, c'est bien 191. La moyenne, on va pas la recalculer, mais ça peut, c'est à peu près juste sans doute. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça sur les vecteurs? Non, tout va bien? Vous êtes bien silencieux.
TD3. Donc, dans le TD3, ce qu'on va faire, c'est on va donc définir, on va utiliser cette fois-ci donc les chaînes de caractères des fichiers et même des vecteurs de chaînes de caractères. Donc, qu'est-ce qu'une chaîne de caractères d'abord en français? Chaîne de caractères, c'est quoi? Des mots, voilà, exactement, des mots. Hein, c'est plusieurs lettres, voire ça peut même être toute une phrase, parce que l'espace, c'est aussi un caractère. Hein, donc, c'est effectivement, c'est des mots, des phrases, hein, c'est plus qu'une lettre. Voilà. Hein. Un caractère, c'est une lettre ou même un caractère spécial. Hein, mais donc, des chaînes de caractères, on appelle ça des strings. Donc, ce sont des cordes. En anglais, ce sont des chaînes de caractères. Donc, quand vous voyez le mot chaîne de caractères dans un énoncé, ça veut dire que vous devez employer une string. Bon, et les fichiers, voilà, les fichiers, c'est par exemple un main.cpp, c'est un fichier, ça vous avez un peu l'habitude des ordinateurs. On va écrire des molécules en donnant les symboles des différents atomes et leurs coordonnées dans l'espace. Hein. Donc, on va les inventer. Hein. Donc, par exemple, si on veut faire H2O, les symboles, ça va être H et O, et les coordonnées dans l'espace, bon, on va mettre 1, 0, 0, 0, 1, 1, enfin, peu importe. On va calculer et afficher le barycentre. Qu'est-ce qu'un barycentre en mathématiques? Le milieu. Si j'ai par exemple H2O, mes atomes, ils n'ont pas la même masse. C'est quoi le barycentre? La moyenne des masses, hein, c'est le point d'équilibre. Votre barycentre, c'est si on vous met en équilibre sur un piquet, c'est l'endroit où vous allez pouvoir rester horizontal, pourvu que vous ayez un petit peu des capacités de gainage. Voilà, hein, le barycentre d'un objet, c'est son point d'équilibre, où il y a autant de masse de part et d'autre dans toutes les directions. Hein. Donc, on va chercher. Donc, ici, si on met pas de masse aux différents atomes, ça va effectivement être le centre. Mais si c'est H2O, par exemple, dans la réalité, l'atome d'oxygène, il pèse 16, l'atome d'hydrogène, il pèse 1, hein, relativement, unité de masse atomique, et donc il faudrait prendre en compte les masses. Bon, ici, ça va être juste le centre géométrique qu'on va calculer, mais le barycentre, c'est le centre de gravité. On va ensuite écrire les données dans un fichier. On va revoir les fichiers, les strings, comme les vecteurs, c'est pas un type de base du C++, donc il faut rajouter un include string si je veux les utiliser. On va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre d'atomes dans la molécule. Demander à l'utilisateur, vous pensez immédiatement à, on va le rentrer, on va le récupérer avec cin, mais quand on va le demander, qu'est-ce qu'on va utiliser? Cout. Hein, on va utiliser cout pour demander, on va utiliser cin pour récupérer le nombre d'atomes. Un nombre d'atomes, ça va de quel type? Un entier. Hein, on va pas avoir des demi-atomes. Nombre d'atomes, c'est forcément un entier. Déclarer un vecteur de string. Alors, déclarer un vecteur de string, on va utiliser quoi? Vous avez vu un vecteur d'entier. Comment on va pouvoir déclarer un vecteur de string? Je remets les vecteurs d'entier juste à côté. La description du vecteur d'entier, elle était là. Vecteur de string, à votre avis? Voilà, à la place de int, on met string. Exactement. Vecteur de string, à la place de int, on met string. Et puis, il faut lui donner un petit nom, vous le choisirez. Voilà, vecteur de string. Alors, déclarer un vecteur de double. Alors déjà, un vecteur de double. Simplement un vecteur de double d'abord. On va mettre vecteur de double. Et si je veux faire un vecteur de double, on continue à réfléchir pareil. On met vecteur autour. Le seul petit hic, c'est qu'il faut bien laisser un espace ici, parce que sinon, il confond avec ce qu'on utilise pour faire les cout et les cin. En fait, ça va être un vecteur qui va contenir une série de vecteurs avec 3 positions x, y, z de chaque atome de ma molécule. Donc, dans une boucle, on va saisir chaque symbole. Fusion, cout, cin. Saisir, vous voyez saisir, ça veut dire cout et cin, et chaque position. On va les stocker dans les tableaux. On va utiliser comme synonyme tableau et vecteur. Calculer et afficher les coordonnées du centre de la molécule et enregistrer dans un fichier ma molécule.txt, ligne par ligne, le symbole et la position de chaque atome. Vous pouvez le faire dans la même boucle si vous le voulez. Et pour ça, on a besoin de voir ce que c'est qu'un fichier. Il y a différents types de fichiers. Il y a les fichiers de sortie et les fichiers d'entrée. Il y a plusieurs façons de les faire. Vous les avez toutes vues en cours. Si vous faites un fichier de sortie, vous mettez O comme output
sortie of stream. Ça déclare un fichier de sortie. Vous déclarez son nom, S par exemple, et vous l'initialisez avec le nom du fichier. Donc, ma molécule.text. OK? Toujours avec un point virgule à la fin. Donc ça ouvre un fichier ma molécule.text et ce fichier s'appelle F. OK? Les fichiers, c'est de nouveau pas un type de base. Donc, il va falloir les déclarer dans un en-tête avec un include et cet include s'appelle fstream. À partir du moment où vous avez déclaré un fichier comme ceci, le fichier F, la variable F s'emploie comme un cout. Donc on va pouvoir mettre F plus petit et écrire dedans comme on écrirait à l'écran. Ça s'emploie exactement comme un cout. Vous mettez un endel, il retourne à la ligne, etc. Quand vous avez fini avec votre fichier, vous faites un F, je vais me donner un peu plus d'espace, vous faites f.close pour le fermer. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de demander à l'utilisateur de rentrer un certain nombre d'atomes de ma molécule. Cout, combien d'atomes? Cin, n atome. J'utilise n atome, ça veut dire qu'avant, je dois la déclarer. Je la déclare. Donc là, je sais combien j'ai d'atomes. Je vais avoir besoin de faire un vecteur, donc je dois utiliser include vector. J'ai besoin de faire un vecteur de string, donc je dois avoir include string. Je vais utiliser des fichiers, donc je fais include fstring. Donc après, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de réserver un vecteur de string. Donc j'écris vecteur de string. Ce vecteur de string va contenir les symboles. Donc je vais l'appeler le symbole. Et je sais que j'ai autant de symboles chimiques que j'ai d'atomes. Donc la réponse, elle est toujours dans l'énoncé. Et souvent, elle est avant l'endroit où on vous demande de faire la chose. J'ai écrit 2E à vecteur et ça va pas marcher. D'ailleurs, quand vous faites un type et qu'il passe pas en couleur, c'est souvent qu'il y a une faute d'orthographe. Donc, un vecteur de string et je dois avoir un vecteur qui va contenir les positions et donc c'est un vecteur de double. Là, je laisse bien l'espace entre les deux signes plus grands pour qu'il sache ce qui se passe. Et c'est les positions, donc je vais l'appeler pose. Et lui aussi, j'ai autant de vecteurs de position que j'ai d'atomes. Donc je réserve n atomes place. Je n'ai pas besoin de dire que les vecteurs de donner le nombre de places qu'il y a dans les vecteurs de double. Les vecteurs, ils vont contenir les adresses en mémoire des vecteurs de double. Donc je pourrais avoir des vecteurs de 10 positions, de 100 000 positions, de 3 positions. Le vecteur principal ici, mon vecteur pose, il va contenir les adresses de la première case de chaque vecteur. Et c'est au moment où je vais réserver et déclarer chaque petit vecteur qu'il va choisir l'endroit ou mémoire dont il a besoin pour poser 3 cases, 100 000 cases, suivant ce que je veux. Donc ici, ça n'a pas d'importance la taille des petits vecteurs de double que j'ai dans mon grand vecteur de vecteurs. Donc là, j'ai fait les déclarations. Donc je l'ai déclaré le vecteur qui va contenir mes symboles chimiques. J'ai déclaré mon vecteur de double qui va contenir les positions et on sait que chaque position est faite de 3 coordonnées. Dans une boucle, je saisis chaque symbole et chaque position. Donc on a vu cout et cin et je les stocke dans les vecteurs que j'ai déclarés. Je les stocke, ça veut dire que je vais leur utiliser le signe égal. Donc, ma boucle, elle va de 0 tant que i est plus petit que n atomes. Et puis j'incrémente i à chaque fin de boucle. Voilà. Dans ma boucle, je veux récupérer le symbole de l'atome numéro i et je le récupère avec un cin et je peux directement aller le mettre dans mon vecteur de symbole, voilà, au moyen de et dans la case qui va bien, c'est-à-dire la case numéro i. Donc ici, mes cases vont aller de 0 à n atomes et avec cin, je mets directement ce que l'utilisateur tape à l'écran dans la case. Ça va être une chaîne de caractères et avec cin, je mets directement dans la case qui va bien. Ensuite, on me dit, il va falloir que tu récupères les positions. Je vais déclarer du coup un vecteur de double, puisque c'est ça que je vais devoir mettre dans mon vecteur de position que je vais appeler x, y, z et qui a
3 cases, puisque j'ai 3 cases. Et je vais ensuite demander à mon utilisateur rentrer les 3 coordonnées de l'atome. Là, je lui dis exactement ce qu'il doit faire et je les récupère de nouveau. Donc, je vais appeler x, y, z de 0, x, y, z de 1, x, y, z de 2. Je veux souligner mes cases, si j'ai 3 cases, elles commencent à 0 et elles vont jusqu'à 2. Et donc, le C-in, je peux le faire en 3 lignes, mais je peux le faire comme le C-out, mettre les choses les unes après les autres. Il va le faire dans cet ordre-là. La première chose qu'on rentre va aller dans x, y, z de 0. La deuxième chose qu'on rentre va aller dans y, z de 1. La troisième chose qu'on rentre va aller dans y, z de 2. Est-ce qu'il y a des questions sur ça jusqu'à présent? Maintenant, j'ai rentré ça dans un vecteur x, y, z, mais il n'y a encore rien dans mon vecteur pose. Donc, je dois dire que dans mon vecteur, la ième case de mon vecteur pose, eh bien, elle contient le vecteur x, y. Donc, je mets mon vecteur x, y, z à la ième position. Donc là, je vais bien avoir dans chaque position le vecteur x, y, z. En fait, x, y, z, ça va renvoyer l'adresse où est ce vecteur-là. Le égal, qu'est-ce qu'il fait? Il copie ce vecteur dans pose de i. Donc, il copie l'adresse de ce vecteur dans pose de i. À l'étape suivante de la boucle, il va réserver à un autre endroit, un autre x, y, z. En fait, à chaque étape. Ce x, y, z, il oublie complètement quoi que ce soit. Quand il arrive à la fin de la boucle, il va en réserver un autre à chaque étape. Et donc, chaque fois, on va le recopier dans pose de i. Donc là, j'ai bien rempli tous mes symboles et toutes mes positions. Qu'est-ce que je devais faire encore? Calculer et afficher les coordonnées du centre de la molécule. On doit calculer le centre, et le centre, on va le trouver dans la moyenne de chaque position. Je peux déclarer un vecteur de double centre qui a 3 et faire une petite boucle de for int j égale 0, j plus petit que 3, j plus. Donc, je vais de 0 à 2. Je dis que centre de J plus égal. Donc, je lui rajoute x, y, z de J. Donc, à centre de 0, je rajoute x, y, z de 0. À centre de 1, je rajoute x, y, z de 1. À centre de 2, je rajoute x, y, z de 2. Donc, je vais avoir un centre qui contient la somme de toutes mes positions chaque fois. Pour avoir la moyenne, après la boucle, je dois diviser par le nombre d'atomes. Je vais diviser par n atomes, c'est ça. Donc ici, on fait la somme. Là, on divise par le nombre d'atomes. On a bien pour chaque coordonnée la position de la moyenne enregistrée dans un fichier ligne par ligne, le symbole, la position de chaque atome. Pour afficher Cout, bon voilà, je peux même faire ça, je l'affiche, centre de J. Ici, je vais mettre un petit Cout avant, position du centre. Je ne mets pas de retour à la ligne, là non plus. Donc, à la fin de ma boucle, ici, je vais mettre un Cout avec un petit retour à la ligne pour que ce soit plus joli. Donc, on devait afficher la position, on l'affiche, et on doit rentrer dans un fichier les symboles et les positions. Alors, les symboles et les positions, on les a ici. Donc, autant le faire dans la même boucle. Il me faut un fichier. Donc, offstream, fichier. Entre parenthèses, je lui donne son nom et il va s'ouvrir automatiquement. Molécule.txt. Il va ouvrir un fichier qui s'appellera ma molécule.txt. Automatiquement, un fichier ouvert en mode écriture. Dans mon fichier, je vais vouloir écrire toutes les infos que je viens de récupérer. Je vais écrire dans mon fichier, symbole de i et tout ça, mais que je vais avec des plus petits à la place des plus grands, voilà, et un petit retour à la ligne. Si je veux que ce soit un petit peu plus propre, là, tout va être collé. Alors, soit je mets des espaces, c'est le plus simple, soit je peux dire que je veux des belles colonnes, je peux utiliser quelque chose de nouveau, qui est, par exemple, 7W. Donc, là, W, c'est pour width, qui veut dire largeur en anglais. Je veux qu'il y ait 4 espaces réservés au symbole. 7W, par exemple, j'en veux 10 pour la première coordonnée. Voilà, donc ça réserve la largeur, alors je ne sais plus où je l'ai mis, voilà, pour chaque
hein, donc je vais mettre comme ça on le voit mieux. Vous voyez que fichier, je l'utilise exactement comme un cout. Tant que je ne mets pas de retour à la ligne Endel, il va continuer sur la même ligne, donc je peux le mettre en 2 lignes pour qu'on voit mieux. Ce type de manipulation des chaînes de caractères, elle est aussi déclarée dans un autre en-tête qu'on va rajouter qui s'appelle IOManip. Pour faire ça, j'ai besoin de rajouter l'embed IOManip. Voilà, qui manipule la forme de l'entrée et de la sortie de l'écran. Une ligne par atome et à la fin de ma boucle, je peux fermer mon fichier. Pour fermer le fichier, je mets fichier.close. Ok, donc on va essayer de le faire tourner. Combien d'atomes? On va en faire 3, histoire de pas trop s'ennuyer. Symbole de l'atome numéro 0. Donc, vous voyez, on commence à 0. On va prendre H, rentrer les 3 coordonnées. 1, 1, 0. Symbole de l'atome 2. Allez, H, on va faire une molécule d'eau. Alors, 1. Alors, je peux faire 1, 0, 1. Ça n'a aucune importance. Dès qu'il attend qu'on en ait 3 avant de passer à autre chose. Symbole de l'atome 2, O. Et on va la mettre en 0, 0, 0, 1. Position du centre. Est-ce que c'est correct? 2, 1, 1. C'est pas correct. C'est pas correct. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de égal. Donc, il m'a calculé et il m'en a rien fait. Pour que je change la valeur du centre, je fais mon calcul, je recopie dans la variable. Je divise la position par le nombre d'atomes et le égal recopie cette valeur que j'ai calculée dans centre de J. Donc, on change la valeur. Si je recommence, combien d'atomes? 3, H. Alors, je vais rentrer exactement la même chose. 1, 1, 0. H, j'avais mis quoi? 1, 0, 1. Et O que j'avais mis en 0, 0, 0. Et là, j'ai bien un centre qui est la moyenne de mes positions. On a vu les vecteurs de string, les vecteurs de vecteurs, qu'on peut les rentrer, que les vecteurs, une fois qu'ils ont leur case, c'est comme si c'était des variables toutes simples. On les utilise dans les CIN, les COUT, comme on utilisait les strings, comme on utilise les doubles, comme on utilise les int. On a vu que les fichiers de type OSStream se comportent comme des COUT. Ce qui m'a écrit ma molécule.txt. Alors, j'ai un fichier ma molécule.txt, c'est déjà bien. Et effectivement, là, on voit que j'ai 3 espaces avant mon symbole. Donc, j'ai bien une largeur de 4 ici. Et en fait, donc j'ai 9 espaces avant le 1, 9 espaces, etc. Donc, si j'avais mis des positions à 3 chiffres, ou même des doubles, et si j'ai mis des entiers pour pas m'ennuyer, j'aurais eu quand même un peu d'espace. J'aurais pu mettre des réels avec cette taille-là. Il y aurait eu du blanc entre et ils sont bien alignés sur des jolies colonnes, c'est lisible. Maintenant, j'aurais pu mettre des espaces, ça aurait marché aussi, mais à partir du moment où j'aurais eu des entiers, des réels, ça aurait été totalement illisible, en tout cas à l'œil nu. Le même exercice, mais on va se dire qu'on ouvre un fichier ma molécule. Vous mettez pas l'accent, parce que sinon ça marchera pas, à partir d'une molécule stockée dans un fichier ma molécule.txt. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, on doit avoir un fichier d'entrée, et un fichier d'entrée, c'est un ifstream. I pour input, ifstream. Et même chose, vous l'appelez comme vous voulez, fichier, voilà. Et là, ça vous ouvre un fichier préexistant, ma molécule.txt. Donc, ça va planter si votre fichier n'existe pas. Donc ça, c'est pour un fichier donc en lecture, en entrée du programme. Donc, ces fichiers ifstream, ils se comportent comme les CIN. Ça se comporte comme CIN. Donc, on fait fichier plus grand, pour emmener vers des variables. Ça permet de lire dans un fichier plutôt qu'à l'écran. Donc, il s'agit d'ouvrir ce fichier ma molécule.txt, d'y chercher un symbole que l'utilisateur aura rentré, donc ça veut dire qu'il faut le demander à l'utilisateur. Par exemple, si vous cherchez l'atome O dans mon fichier ma molécule.txt, on va le trouver. Par contre, si vous cherchez l'atome FE pour le faire dans le fichier qu'on a fait là, on va pas le trouver. Donc, on va faire une boucle sur tous les éléments du fichier et
écrire un message disant si le symbole a été trouvé. Alors, les fichiers, il y a moyen de voir si on est à la fin du fichier. Il y a une instruction qui s'appelle fichier.eos, qui veut dire end file, fin de fichier. Fichier.eos devient vrai quand on est à la fin du fichier. Donc votre boucle, si vous ne savez pas, et si on ne sait pas, moi j'ai fait un mamolécule.txt qui contient 3 atomes, mais si ça se trouve, vous allez utiliser un mamolécule.txt de quelqu'un d'autre qui contient une molécule qui en contient je ne sais pas combien. Donc on ne sait pas quelle est la longueur du fichier. Donc notre boucle va être une boucle de quel type? Une boucle for, là quand on savait combien on avait d'atomes, c'est parfait. Voilà, ça va être une boucle while. Donc tant qu'on n'est pas à la fin du fichier. Et donc cette fonction fichier.eos, elle renvoie un booléen qui veut donc true ou false. Ça renvoie true ou false, suivant que c'est true, c'est on est à la fin du fichier, on a atteint la fin du fichier, c'est true. False, c'est on n'est pas à la fin. Donc suivant, comme c'est un booléen, vous pouvez le mettre dans une condition comme un while ou une condition comme un if. Ça vous renvoie un booléen, c'est-à-dire vrai ou faux, et donc on peut le mettre entre les parenthèses d'une condition. Vous essayez?